On va passer à la 5e partie, donc modéliser, évaluer et comparer des bâtiments, cette fois-ci dans Totem. Donc on a parlé préalablement des éléments. Ici, on va passer donc aux bâtiments. Alors d'abord modéliser un bâtiment, comment s'y prendre? Donc ici, on va prendre un cas pour pouvoir illustrer ça, d'une maison unifamiliale assez classique, donc 3 façades, 2 étages, une surface de plancher brut de 125 mètres carrés et demi, une année de construction et elle n'est pas isolée. Et donc la question qu'on va vouloir se poser vis-à-vis de cette maison, c'est: est-ce qu'on peut, voilà, la rénover et comment? La rénover de manière légère ou radicale? Et quelle est donc la différence en termes d'impact environnemental de cette rénovation par rapport à la situation existante? Donc là, pour, modéliser un bâtiment, on est toujours dans le cadre d'un projet. Donc on voit ici, que le projet est ouvert et on peut, donc se positionner sur les bâtiments. Donc on a toujours ici toute une série de boutons qui permettent, donc différentes actions et pour ajouter un nouveau bâtiment, on va donc cliquer sur «Ajouter» bien sûr. Quand on ajoute un nouveau bâtiment, on se retrouve de nouveau ici avec plusieurs onglets comme pour les éléments. Donc on a les paramètres généraux qui nous permettront de déterminer le nom du bâtiment, mais aussi très important et donc aussi toutes les informations qu'on a reprises dans l'exemple. Ici, donc c'est la fonction et la typologie. C'est un bâtiment résidentiel, une maison 3 façades. C'est une rénovation et on a même ici l'année de rénovation qui est planifiée. On peut aussi mettre, voilà, le client, l'adresse, des commentaires pour pouvoir bien organiser ces bâtiments dans son projet. Alors très important, il faut déterminer la surface de plancher utile. Donc c'est un élément obligatoire quand on modélise un bâtiment. Pourquoi? Parce que c'est l'unité fonctionnelle de notre bâtiment, rappelez-vous. Et donc ce qui va permettre de comparer l'impact environnemental de différents bâtiments, même s'ils n'ont pas la même surface de plancher. Donc tous les résultats vont être exprimés par surface de plancher utile pour les bâtiments. Donc c'est vraiment un élément que vous devez déterminer. Vous pouvez également déterminer le volume chauffé, donc en mètres cubes et bien sûr, voilà, le nombre d'étages et cetera. Ensuite, si on se met sur l'onglet composition du bâtiment, là, on va pouvoir y ajouter tous les éléments. Donc cette fois-ci, voilà, le bâtiment est composé d'éléments, qu'on va pouvoir donc ajouter des éléments qui font partie du projet ou qui viennent de la bibliothèque. Donc quand on ajoute un nouvel élément, on va pouvoir lui mettre un nom, qui peut être donc différent de ce qui se retrouve, dans le projet ou dans la bibliothèque. On peut par exemple l'appeler, le mur, de l'aile ouest, par exemple, et puis mettre, un type, d'éléments qu'on retrouve dans la bibliothèque. Donc là, on redétermine sa catégorie, donc ici un mur extérieur, par exemple. On détermine le type d'élément. Donc là, c'est ce qui est défini soit ici dans le projet, donc on retrouve par exemple notre mur creux ici, donc on pourrait le mettre, OK, le mur de l'aile ouest est composé de cette manière-là. On pourrait en avoir plusieurs, dans la maison qui sont composés de la même manière et donc avoir le même type. Ou alors on peut aussi donc chercher dans le projet ou chercher dans la bibliothèque ou créer directement un nouveau type, comme on a créé, un type d'éléments, dans la partie précédente de la formation. Alors il faut déterminer la quantité de cet élément, donc la surface et on peut donc, avoir par exemple 4 murs, de X mètres carrés, histoire de pouvoir, voilà, avoir plus facile à modéliser le bâtiment. Donc ça, c'est aussi un paramètre très important quand on, détermine un élément, puisque c'est, l'unité fonctionnelle de cet élément. On peut également ici, donc ça n'est pas présent dans les éléments, mais déterminer le type d'environnement. Donc ici, pour un mur extérieur, on peut choisir si, c'est donc un mur qui est bel et bien en contact avec l'environnement extérieur ou on pourrait dire: «Non, il n'est pas inclus dans l'enveloppe thermique du bâtiment» et donc paramétrer. Donc là, le calcul de l'énergie par transmission ne se fera pas à travers ce mur-là. Alors,
On peut également créer un bâtiment à partir d'un fichier IFC, Excel, CSV ou XML. Donc ça, c'est la fonctionnalité d'importation. Pour le moment, elle est assez limitée puisque les fichiers doivent faire maximum 20 mégas. On recommande donc l'importation Excel et pour cela, il y a donc un document et un modèle de fichier Excel qui est disponible afin de pouvoir paramétrer son fichier Excel d'une manière à ce que Totem puisse bien reconnaître les éléments. Donc, quand vous faites une importation, Totem va reprendre la liste de tous les éléments qui est présent dans votre fichier et vous pourrez sélectionner les objets du fichier et puis les associer aux éléments Totem. Donc, pour faire cette importation, il y a deux options, soit une option manuelle, où vous allez manuellement associer la liste aux éléments dans Totem, et une importation automatique, voilà, qui est proposée par Totem. Bien sûr, la qualité de l'importation va aussi dépendre de la qualité du fichier. Donc, pour faire une importation, on a donc le bouton Importation qui ouvre une nouvelle fenêtre. On peut donc sélectionner ou faire glisser le fichier qui est, voilà, avec lequel on peut faire l'importation. Il y a différentes informations et aides sur l'importation qui sont disponibles ici et qui sont aussi très importantes et intéressantes. On appuie donc sur Importation et puis on nous demande de créer un bâtiment à partir de ce fichier et donc de mettre évidemment toutes les informations liées au bâtiment qu'on a vu, comme quand on crée un bâtiment directement à partir du projet. On appuie toujours sur le bouton Importation et là, donc, on a les différents éléments du fichier qui vont pouvoir être associés à des éléments totems. On choisit ici l'importation automatique et donc ici, on voit que toute la géométrie des éléments a été importée à partir du fichier. Donc, on a toutes les quantités et le nom des éléments, mais il faut encore définir le type d'éléments qui correspond à ces éléments qui proviennent du fichier. Voilà pour l'importation. Donc, quand on a encodé toute la composition du bâtiment, donc ici on a encodé voilà, dans les grandes lignes notre maison unifamiliale avec 11 éléments différents. On peut passer également à l'encodage de la consommation d'énergie de ce bâtiment. Alors soit par l'approche simplifiée, soit par une approche basée sur les résultats PEB. Donc, dans l'approche simplifiée, on coche donc l'approche simplifiée par la méthode des degrés jours équivalents. Et là, on va déterminer différents paramètres. Donc, des différents paramètres liés à la ventilation. Ici, on va pouvoir choisir le type de système de ventilation. On va pouvoir également indiquer le niveau d'étanchéité à l'air du bâtiment et le type de chauffage. Donc, vous avez vu que dans les éléments, on ne pouvait pas choisir le type de chauffage, mais ici, on va pouvoir le choisir. Il faut appuyer sur calculer afin que Totem fasse ses calculs en fonction des paramètres que vous avez encodés. Et vous avez donc ici le calcul de la consommation d'énergie finale en mégajoules par an et l'impact énergétique en millipoints par an qui, qui est calculé. Donc ici, on est par an. Sur la durée de vie d'un bâtiment, ce sera évidemment fois 60. Donc pour reprendre un petit peu cette méthode simplifiée et comment est calculée cette consommation d'énergie, donc on a un calcul des pertes par transmission et un calcul des pertes par ventilation. Donc les pertes par transmission de l'élément sont calculées, mais de manière un petit peu plus complète que dans l'approche élément. Donc ici, on a toujours la surface des éléments de l'enveloppe thermique qui est donc définie par l'utilisateur lors de la modélisation, surtout aussi avec le choix de la catégorie d'éléments. Mais ici, comme vous l'avez vu, on peut choisir si le type d'environnement est adapté. Donc, est-ce que c'est environnement extérieur ou est-ce que c'est non inclus dans l'enveloppe thermique du bâtiment? La valeur de U, c'est toujours pareil, donc elle est calculée automatiquement à partir des lambda des composants qui peuvent être modifiables pour certains composants tels que les isolants. Le type d'environnement en contact, eh bien, c'est à définir par l'utilisateur dans les détails de l'élément également.
Et donc ça, on en a parlé. Et le rendement de l'installation de chauffage, il n'était pas modifiable. Ici, on a un rendement moyen en fonction du type de chauffage qui est renseigné dans cet onglet consommation d'énergie. Il y a également un effet des ponts thermiques qui est pris en compte dans la méthodologie. Et ces ponts thermiques vont dépendre en fait de la compacité du bâtiment. Cette compacité du bâtiment, elle va être calculée automatiquement par totem sur base du volume chauffé que vous avez encodé et de la surface de l'enveloppe déperditive. Donc tout ça sont des données qui sont encodées par l'utilisateur dans les paramètres généraux du bâtiment. Les pertes par ventilation sont également prises en compte. Donc, on a d'abord des pertes qui sont dues à l'infiltration d'air, donc qui vont dépendre du volume chauffé du bâtiment, qui va être encodé par l'utilisateur dans les paramètres généraux du bâtiment. Là, il ne faut pas donc inclure les espaces non chauffés dans ce volume chauffé, forcément. Par contre, si vous ne l'encodez pas, donc ce n'est pas une valeur obligatoire, si vous ne l'encodez pas, c'est une valeur par défaut qui va être prise en compte. Et donc, cette valeur par défaut, ça va être la surface de plancher utile qui, celle-là, est obligatoire, fois 3 mètres. Donc, évidemment, il risque d'avoir des surestimations s'il y a des espaces non chauffés dans cette surface de plancher utile. C'est pour ça que c'est bien sûr plus précis si vous encodez ce paramètre vous-même. Le niveau d'étanchéité à l'air donc, va être calculé à partir de la résistance à l'air du bâtiment, donc V50, qui est définie par l'utilisateur dans l'onglet Utilisation de l'énergie. Donc faible, on va avoir 12 mètres cubes par heure et par mètre carré. Standard basse énergie, c'est donc 6 mètres cubes et le standard passif, c'est 1 mètre cube. Et on a également donc, le rendement de la ventilation mécanique qui est pris en compte dans l'équation, donc qui est calculé sur base de l'équipement de ventilation qui était défini par l'utilisateur. Donc, on a soit une ventilation naturelle ou mécanique sans récupération de chaleur ou une ventilation mécanique avec récupération de chaleur. Et là, on va avoir un rendement qui est associé à ce type d'équipement. Donc, voilà l'équation qui permet de prendre en compte à la fois les pertes par transmission et les pertes par ventilation. Donc, depuis la nouvelle mise à jour de l'outil, donc cette méthode simplifiée a été adaptée pour être plus précise et on a ajouté également la méthode PEB. Donc là, ça permet en fait donc si vous cochez ici l'approche basée sur les résultats PEB, d'ajouter en fait vos postes de consommation. Voilà. Et donc, vous ajoutez toutes les catégories, une catégorie d'énergie, donc chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire et auxiliaire. Vous choisissez la source d'énergie. Donc ici, par exemple, vous avez le choix entre la chaudière gaz, mais également la chaudière mazout ou l'électricité. Et puis, vous allez encoder directement votre consommation d'énergie finale en mégajoules par an. Et donc ça, vous allez le retrouver dans votre calcul PEB, dans l'onglet résultats. Et vous avez donc les différentes consommations finales. Donc ici pour le chauffage, pour le refroidissement, et vous avez également pour l'eau chaude sanitaire et pour les auxiliaires. Alors, une fois que vous avez donc modélisé votre bâtiment, vous pouvez donc l'évaluer. Et donc, on va pouvoir répondre à différentes questions. Donc, quel est le score environnemental de ce bâtiment? Quel est l'élément le plus impactant dans le bâtiment? Quelle est la part d'énergie dans l'impact environnemental du bâtiment? Quelle est l'étape du cycle de vie la plus impactante? Quels sont les indicateurs les plus impactants et à quelle étape du cycle de vie? Alors, donc, dans l'onglet ici, résultats, vous appuyez sur le bouton calculer, enfin, ou dans un autre onglet, ça marche aussi, mais donc vous appuyez sur le bouton calculer et vous positionnez ensuite dans les résultats pour avoir une première approche des résultats. Vous avez donc ici le résultat en millipoints par mètre carré de surface utile et vous avez également ici la répartition par type d'élément. Donc, vous avez ici qu'en fait, dans ce bâtiment qui n'est pas du tout isolé, donc forcément, c'est l'énergie qui a le plus gros impact environnemental. Alors ici, vous avez également, c'est également le cas pour les éléments, mais pour voilà, ne pas représenter les choses deux fois, je ne l'ai pas présenté, mais donc quand vous êtes dans l'onglet résultats, vous avez accès aux résultats détaillés. Quand vous cliquez là-dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous avez vraiment tous les résultats qui sont liés à ce bâtiment ou à cet élément. Alors,
Dans ce rapport, vous avez donc d'abord l'impact des matériaux par rapport à l'énergie. Donc là, on revoit ce qui était sur le premier aperçu des résultats. On voit le même graphique avec donc la répartition de l'impact en millipoints selon que ce soit lié aux matériaux ou à l'énergie. Donc, ce n'est pas exactement le même graphique, mais ça reprend la même information. On a également les chiffres qui sont repris et on a également la consommation d'énergie qui est reprise ici en kilowattheures par an selon les différentes sources d'énergie. Toutes ces données chiffrées peuvent être copiées ou donc copiées et puis collées par exemple dans un fichier Excel ou directement téléchargées afin de pouvoir faire tous les calculs dont vous avez besoin pour interpréter vos résultats. Donc, on a également l'impact par catégorie d'éléments. Là, c'est bel et bien le même graphique que ce qu'on retrouvait dans l'aperçu des résultats. Et donc, on retrouve par catégorie d'éléments, ici plancher, mur, toiture, ouverture, l'impact environnemental. Et on a également l'énergie qui est considérée ici comme un élément. On a ces résultats également sous forme d'un grand tableau qui détaille tous les résultats et qu'on peut également ce tableau copier ou télécharger afin de pouvoir faire les calculs ou stocker ces résultats de manière dont on a besoin. Et donc, on retrouve ici l'énergie qui représente 94% de la contribution relative à l'impact environnemental du bâtiment. On a également dans nos résultats l'impact par étape du cycle de vie. Et donc, on voit ici que notre bâtiment, eh bien, sans surprise, c'est la consommation d'énergie ici qui est la plus impactante dans le score environnemental. On a également l'impact par indicateur et donc pour ce bâtiment, c'est le changement climatique et l'épuisement des ressources abiotiques, donc toujours lié à l'énergie, en fait, ces deux indicateurs qui sont les plus impactants. Et on va retrouver un tableau vraiment détaillé par indicateur d'impact avec également les unités, donc non agrégées, et puis les facteurs d'agrégation. Donc, on retrouve vraiment tous les détails du score environnemental pour vraiment interpréter en détail tout cela. Ce tableau est copiable et téléchargeable. Et vous avez également un filtre qui permet d'aller voir par catégorie d'éléments, par élément et par étape du cycle de vie et de pouvoir faire des filtres afin d'avoir vraiment le résultat précis et de pouvoir interpréter, OK, ça vient de où cet impact environnemental, c'est quel indicateur qui impacte le plus mon bâtiment et dans quel élément. Vous avez également donc les informations environnementales complémentaires, donc l'utilisation totale d'énergie primaire, que ce soit renouvelable ou non renouvelable, et également le contenu de carbone biogénique du bâtiment dont on a déjà parlé. Et donc oui, toutes ces données sont toujours copiables et téléchargeables. On a également l'impact par statut. Donc ici, on avait plusieurs statuts. On a un statut existant, donc 81%, et des statuts nouveaux. Et donc là, on a l'impact par ces différents statuts. Alors, donc vous pouvez consulter toutes ces données, tous ces résultats, et vous pouvez également créer un rapport, donc un PDF que vous pourrez télécharger et stocker sur votre ordinateur. Et vous pouvez également, c'est très pratique, exporter un Excel. Donc là, vous aurez vraiment tout un fichier Excel reprenant l'ensemble des résultats et ça vous permettra donc de refaire vous-même d'autres graphiques, de stocker ces résultats de manière précise, enfin, d'interpréter les résultats de manière précise, etc. Alors, comment faire du coup pour comparer des bâtiments dans Totem? Donc, si on reprend notre maison unifamiliale, qu'est-ce qu'on va choisir entre cette rénovation légère, lourde ou carrément une reconstruction? Donc, on va pouvoir faire une comparaison dans Totem, mais à partir de quand vous estimez qu'une solution est meilleure qu'une autre? Donc, il s'agit de 20%. Alors, pourquoi ce 20%? En fait, les analyses de cycle de vie, ça comporte également dans la méthodologie, donc dans les méthodologies qui permettent de caractériser l'impact dans les différentes catégories d'impact, mais aussi au niveau des données, beaucoup d'incertitudes. C'est vraiment inhérent à ce type de méthodologie. Et donc, pour prendre en compte ces incertitudes, on estime que l'incertitude moyenne, c'est 20%, et que donc, si on veut pouvoir conclure que dans tous les cas, compte tenu de ces incertitudes, un scénario A est meilleur qu'un scénario B, il faut minimum 20% de différence entre ces scénarios.
Alors l'objectif donc de comparer et d'optimiser, c'est bien sûr de réduire l'impact environnemental d'un projet et ça peut se faire à différentes étapes du projet. Donc déjà dans l'avant-projet, quand on se pose des questions, comme ici dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment? Est-ce qu'on va le démolir, le reconstruire ou est-ce qu'on va le rénover? Quel type de système constructif on va choisir? Quel type de matériaux? Quel type de enfin, voilà, quelle performance énergétique, quelle volumétrie on va poser. Ensuite, au fur et à mesure du projet, donc au niveau du dossier d'exécution, là, on va pouvoir affiner les choix, donc faire un choix au niveau de la performance énergétique, de choisir vraiment l'épaisseur de l'isolation, de choisir les techniques, de choisir tous les matériaux avec leur fixation qui n'auraient pas pu être déterminés au niveau de l'avant-projet. Bien sûr, quand on fait des comparaisons, c'est important de pouvoir comparer d'autres scénarios avec des performances similaires. Donc, on a vu que les performances énergétiques, ça, Totem peut les prendre en charge, mais il y a bien sûr toute une série d'autres performances ou de spécifications que Totem ne va pas évaluer, telles que voilà, la résistance au feu, la stabilité et aussi l'espace qui est requis par le projet, l'emprise au sol, tout ça, ce sont des paramètres qui doivent continuer à être pris en compte par l'architecte ou par le bureau d'études comme avant. Alors, si on fait donc cette comparaison de bâtiments, donc ça se fait à peu près de la même manière que ce que je vous ai montré pour les éléments. On appuie sur le bouton comparer et puis on sélectionne les bâtiments qu'on veut comparer et ça fait donc un petit rapport. Là, c'est donc une extraction des résultats. Et on voit donc ici la comparaison donc, du bâtiment existant avec le score en millipoints par mètre carré de surface de plancher utile et qui est réparti en énergie en vert et matériaux en rouge. Et puis on a un scénario rénové de manière légère, donc avec pas trop d'isolant, juste une petite rénovation. Une rénovation plus profonde avec beaucoup plus de matériaux remplacés et d'isolants et une reconstruction complète. Donc on voit que le scénario ici de rénovation lourde va pouvoir permettre de réduire l'impact de 44% par rapport au bâtiment existant. Le scénario légère, ce sera 39% et la reconstruction 27%. On voit que l'impact lié aux matériaux va augmenter plus, voilà, va augmenter au plus que l'intervention va être lourde. Donc, en rénovation légère, ça augmente un petit peu. En rénovation lourde, ça augmente beaucoup. Et en reconstruction, encore plus. Et on voit ici que, par exemple, le scénario de rénovation profonde va diminuer l'impact énergétique de 37% par rapport à la rénovation légère. Donc ça, c'est tous des calculs qu'on a pu faire sur base de ces résultats et sur base, par exemple, de l'export Excel qu'on peut faire des résultats. Alors, malgré l'augmentation de l'impact environnemental qui est lié aux matériaux, le scénario rénovation lourde est 8% meilleur que le scénario rénovation légère. Alors là, on a 8%, donc voilà, on ne peut pas vraiment conclure que dans tous les cas, malgré les incertitudes, c'est un scénario qui est meilleur. Donc c'est une différence qui est trop faible pour pouvoir conclure ça, mais ça donne quand même une orientation. Donc ici, on va refaire une autre comparaison dans Totem, mais sur base donc, de ce scénario de rénovation lourde. Et là, on va parler un petit peu, affiner les choix et on va se demander si on peut encore réduire l'impact environnemental, surtout des matériaux, grâce du coup à l'utilisation de matériaux de réemploi. Et donc ici, dans l'exemple, ce sont les briques de parement, les tuiles, les céramiques pour le sol, les châssis qui ont été réemployés. On voit que du coup, l'utilisation de matériaux de réemploi, donc ici on a la comparaison, toujours par rapport aux bâtiments existants et on a donc la rénovation profonde sans matériaux de réemploi et ici la rénovation profonde avec des matériaux de réemploi. Donc, on voit que l'utilisation de matériaux de réemploi, ça permet vraiment de réduire l'impact environnemental qui est lié aux matériaux. Donc là, le scénario rénovation lourde plus réemploi, ça permet de réduire l'impact environnemental de plus de moitié par rapport au scénario du bâtiment existant.
ici 52%. Et en plus, le réemploi par rapport au scénario rénové profondément mais sans réemploi permet de réduire de 34% l'impact lié aux matériaux par rapport à la rénovation lourde seule. On va pouvoir également faire des comparaisons donc par rapport et analyser ces comparaisons par rapport à l'impact par catégorie d'éléments. Par exemple, ici on voit, juste pour donner l'exemple, que l'impact environnemental du plancher, donc ici le plancher, est réduit de moitié entre ces deux scénarios grâce au réemploi des céramiques. Si on analyse cette comparaison par rapport à l'impact par étape du cycle de vie, on va pouvoir voir que la rénovation permet de réduire fortement l'impact environnemental de la phase consommation d'énergie. Et ici, le réemploi va permettre de réduire l'impact environnemental de la phase de production des matériaux. Alors bien sûr, la conception reste vraiment la clé de l'architecture, évidemment. Optimiser les bâtiments grâce à Totem, ça ne fait pas tout. Pour avoir des bâtiments qui soient environnementalement performants, il y a également des choix qui doivent être posés, des choix de sobriété au niveau de la programmation architecturale. Donc des choix et des stratégies en amont qui sont posées, mais aussi de la sobriété dans la surface et les volumes bâtis. Un bâtiment optimisé d'un point de vue environnemental, mais qui fait 2 fois la surface d'un autre, restera plus impactant au niveau environnemental. La sobriété également dans la quantité des matériaux utilisés, pas seulement leur qualité environnementale, mais aussi la quantité. Si on peut la réduire fortement, on va aussi réduire l'impact environnemental. La sobriété énergétique, bien sûr, et la sobriété également dans la technicité. Donc, c'est ce qui permettra donc de prévenir la génération de déchets de construction et donc d'éviter donc dans les de Lansing d'avoir des matériaux qui deviennent des déchets et qui doivent donc être traités. Donc la première étape de l'échelle de Lansing, c'est bien la prévention et puis la réutilisation aussi des matériaux qui, comme on l'a vu, permet de réduire l'impact environnemental. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Je vais lever le voile un petit peu sur les prochaines évolutions qui sont donc en préparation, en coulisses, et donc qui seront par la suite priorisées en fonction des ressources qui sont disponibles pour le projet Totem. Donc on n'a pas forcément de délai à vous donner par rapport à cela. Donc au niveau bilan carbone, donc vous avez vu que l'Europe va imposer de déclarer l'impact carbone des bâtiments à un horizon quand même relativement proche. Et donc Totem est en train de travailler à une meilleure mise en évidence de cet indicateur réchauffement climatique et un échange de cet indicateur avec le logiciel PEB. Alors, on travaille également à l'amélioration des comparaisons de scénarios de rénovation, puisque c'est vraiment quelque chose qui est très important, et donc de pouvoir mieux encore prendre en compte les démolitions partielles, complètes, la conservation, la rénovation, les comparaisons avec des surfaces variables et à performance énergétique fixe. Donc, vraiment améliorer toute cette fonctionnalité de comparaison qui est déjà présente dans Totem. Alors, toujours lié aux attentes européennes, on va aussi mettre un focus sur les grands bâtiments. Donc, d'avoir des grands bâtiments, plus de grands bâtiments comme exemple, d'avoir également des éléments, des composants qui concernent plus principalement ces grands éléments, ces grands bâtiments et qui sont encore manquants dans la bibliothèque Totem. Également, permettre l'amélioration, la paramétrisation de ces grands bâtiments. On travaille toujours de manière continue. Il y a déjà eu beaucoup d'évolutions par rapport à cela, mais au niveau de la visualisation des résultats, donc d'améliorer encore la visualisation des résultats, d'avoir des dashboards qui soient plus dynamiques, des mass flows, etc., qui permettront de visualiser encore mieux les résultats des évaluations et des comparaisons dans Totem. On s'aligne également par rapport aux différents outils, donc que sont par exemple Levels, qui est un autre outil aussi d'évaluation environnementale. Donc au niveau du scope et de la durée de vie, on s'aligne. Et au niveau aussi de la PEB, donc on essaye de favoriser les interactions entre ces deux outils que sont Totem et la PEB. Ce sont des développements qui mettent du temps également. Au niveau de la circularité, donc on travaille
à travailler sur la end of life, donc la fin du cycle de vie dans le module C, mais également sur les informations complémentaires en dehors du cycle de vie, donc le module D, donc sur le recyclage, le réemploi, etc. Et donc, on a déjà parlé pendant la séance de questions-réponses du benchmarking. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, de pouvoir développer un benchmarking pour avoir une base de référence qui permette de se positionner par rapport aux bâtiments qui sont actuellement présents sur le marché. Et bien sûr, on continue toujours à implémenter les corrections quand on remarque des erreurs et ajouter donc 4 fois par an des EPD. Donc ça c'est sur base volontaire pour les producteurs de matériaux. Donc s'ils réalisent une EPD, on essaye de les intégrer au plus vite dans Totem, mais ça prend tout un processus évidemment de vérification au niveau du service public fédéral et puis un petit peu de calcul au niveau de l'outil Totem. On essaye également d'ajouter donc les matériaux. Il y a la possibilité donc de demander l'ajout de nouveaux matériaux. Donc si ce sont des EPD, là, on n'a pas la main puisque on ne peut pas forcer un producteur de matériaux à réaliser une EPD. Vous pouvez toujours vous adresser à ces producteurs de matériaux pour leur spécifier que c'est important pour vous qu'ils puissent réaliser une EPD pour que vous puissiez utiliser ces résultats dans vos comparaisons Totem. Mais on ne peut pas donc nous avoir la main. Par contre, on essaye donc de rajouter des nouveaux matériaux génériques. Si les données sont disponibles dans les bases de données EcoInvent et qu'on peut créer le matériau, on essaiera de le faire. Bien sûr, on ne va pas, par exemple, créer toutes les briques avec toutes les dimensions possibles et inimaginables. Et donc là, il y a aussi certains matériaux où vous pourrez trouver un proxy qui est totalement acceptable donc là, on va parfois aussi limiter les développements dans dans cela. Mais si c'est vraiment un matériau avec une composition innovante, on va essayer, en fonction des données qui sont disponibles, de le rajouter dans la bibliothèque. Alors, juste un bref rappel avant de passer aux questions, des aides qui sont disponibles sur Totem. Donc, vous avez les actualités, donc les nouvelles versions de l'outil, les événements, les formations qui sont annoncées dans ici la partie actualité. La documentation qui reprend donc vraiment, par exemple, les détails sur la méthodologie, mais également les étapes sur les détails sur la durée de vie. Il y a également toute une série d'informations sur la méthodologie de Totem. Les sections à propos de Totem qui donnent les grands principes de la méthodologie. Les FAQ, je ne vais pas parler ici aussi, mais les tutothèmes, donc il y a des vidéos, donc une démonstration ici de la nouvelle interface et il y aura dans les prochains mois pardon, des vidéos ici qui pourront éventuellement être créées sur base de cette formation, qui seront disponibles en ligne, mais qui doivent préalablement être préparées et montées afin d'éliminer tout ce qui peut être lié à vos données personnelles. Donc ça prend un peu plus de temps. Donc ici, les FAQ et le helpdesk sont disponibles en cliquant à ces endroits qui sont repris en vert. Donc ça, c'était quand vous n'êtes pas connecté et quand vous êtes connecté, vous retrouvez également toutes ces informations et toutes ces aides dans votre page d'accueil. Au niveau des FAQ, donc quand vous cliquez sur FAQ, vous avez un menu avec les différentes catégories de FAQ et toutes les FAQ qui sont disponibles ici. Vous pouvez rechercher avec cet outil de recherche dans le texte. Et vous avez également ici un lien vers le helpdesk. Donc, si vous ne trouvez pas la solution dans les FAQ ou que vous avez besoin d'aide sur votre projet en particulier, n'hésitez pas à contacter le helpdesk. On essaie de vous répondre rapidement. Vous avez donc ici voilà, un petit menu pour contacter le helpdesk ou l'adresse email ici du helpdesk. Voilà. Donc, pour finir, je voudrais remercier donc, les 3 régions qui sont
qui pilote vraiment le développement de cet outil et toute la communication qui est mise en place autour de cet outil. Donc, on a l'OVAM avec le département déchets et politique sur les matériaux, le service public de Wallonie qui est représenté aujourd'hui par Magali Depraux, c'est donc plus principalement la direction du développement durable, et Bruxelles Environnement avec sa division énergie, air, climat et bâtiments durables. Donc, merci pour votre attention.